BFM Business partenaire. Hors série, les dossiers BFM Business. La Poste, 10 ans de transformation numérique. Frédéric Simotel. Bienvenue dans cette émission BFM Business, La Poste, 10 ans de transformation numérique. 600 ans d'histoire et sans doute l'une des transformations numériques les plus remarquables du transport de courrier de colis. La Poste est véritablement devenue le premier accompagnant numérique des citoyens français, mais aussi des entreprises. Une marque, des nouveaux services, une expérience client plus performante, des collaborateurs placés au cœur de cette transformation. On va vous parler de tout ça. On va aussi vous parler d'intelligence artificielle, évidemment, parce que c'est au cœur aussi de cette transformation. On va en parler nos experts du jour. Nathalie Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la branche grand public et numérique du groupe La Poste et vous avez été vraiment l'artisan de toute cette transformation. À nos côtés aussi, Bruno Sportis. Bonjour Bruno. Bonjour, président directeur général d'INRIA, donc l'un de nos principaux centres de recherche sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique, sur l'automatique aussi, parce qu'on en parle aussi beaucoup. Et puis Philippe Devos. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Fondateur de Phileos, ancien DG de l'EPITA, école d'ingénieurs, cofondateur de Wanadoo. Et oui, ça fait quelques années, mais il faut quand même le rappeler. Et auteur de Mémoire vive, une histoire de l'aventure numérique. Donc un livre que vous avez écrit il y a un peu plus de 18 mois à peu près. Non, c'est un livre qui a 3 ans. 3 ans déjà. Mais c'est un livre d'histoire. Donc il lui manque juste un chapitre sur l'IA. Et tous ceux qui écrivent des chapitres sur l'IA aujourd'hui s'aperçoivent que leur chapitre devient obsolète le lendemain de sa parution. Donc je vais encore attendre un peu. J'ai une édition chinoise qui sort en attendant. Eh bien, on va y aller. Alors on va voir un peu, on va essayer de partager cette émission. La Poste, acteur de confiance dans le grand public, acteur de confiance pour les entreprises, acteur de confiance aussi pour l'innovation, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont encore arriver. Nathalie, La Poste, je disais, c'est un acteur de confiance historique avec le grand public. Depuis, alors c'était le secret des correspondances, voilà, qui continue encore aujourd'hui, mais à l'identité numérique. Comment La Poste s'est positionnée vraiment comme cet acteur de confiance auprès des citoyens? Il y a cette marque forte sur laquelle vous appuyez. C'est un socle. Oui, alors on a une grande histoire à la Poste de démocratisation des innovations. Alors évidemment, sous Louis XI, ça a été la lettre et effectivement le fait d'écrire les correspondances, mais ça a été également le compte chèque postal, ça a été le chèque lui-même, puis le compte bancaire, ça a été le colis et l'accompagnement du e-commerce. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé cette stratégie de transformation numérique du groupe, je me suis appuyée sur ce capital de confiance et de démocratisation des innovations pour aller rechercher des services de confiance et le faire comme on fait à la Poste en général, c'est-à-dire traiter à la fois la partie technologique, et on va en parler, mais également la partie inclusion, puisque la Poste, c'est aussi un grand acteur de l'inclusion en général et du lien dans notre pays. Et c'est vrai que nous accompagnons 2,2 millions de personnes, en gros, à l'inclusion numérique tous les ans. C'est très important puisque les personnes qui sont en situation d'exclusion, Oui. qui sont face à cette fracture numérique, sont plus de 16 millions dans le pays. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas parce que les outils sont de plus en plus sophistiqués. Il y a de plus en plus de fraudes, donc les accès aux outils sont de plus en plus complexes. Et puis, il faut très bien manier la langue, notamment maintenant avec l'intelligence artificielle générative. Si on n'est pas capable de bien manier la langue, on ne peut pas s'en servir. Et donc, on fait les deux, à la fois l'inclusion et à la fois ces offres de confiance numérique. Et puis c'est important aussi de rappeler, c'est combien de collaborateurs au sein du groupe La Poste? Alors, 240 000 Voilà, collaborateurs il au faut sein du groupe La engager Poste. aussi dans cette transformation. Et vous avez raison, pour les engager dans la transformation, nous les formons. On a déjà formé 85 000 personnes à l'intelligence artificielle. C'est pour nous extrêmement important. On en parlera peut-être Oui. tout à l'heure. On a même fait une école interne de l'IA et de la data. Et on a l'intention de former la totalité des postières et des postiers, bien évidemment. Philippe, observateur averti de cette transformation numérique depuis pas mal d'années. Je rappelais l'aventure Wanadoo. Comment vous analysez ce virage? Mais je dirais ce virage, mais c'est plus qu'un virage. Enfin, vraiment cet élan pris par la Poste depuis 10 ans autour de la transformation numérique. Alors avec un premier recul un peu historique, c'est un virage qui m'en rappelle un que j'ai connu chez un autre très grand opérateur public qui était France Télécom, dont le président Michel Bon à l'époque a opéré de manière très discrète et très silencieuse le redéploiement de dizaines de milliers de collaborateurs qui s'occupaient des lignes, qui étaient dans les centraux, et qui progressivement se voyaient réduits dans leurs activités, et les a redéployés sur le front de vente. Et je crois que ce qui est admirable dans ce qui a été fait, c'est cette capacité à embarquer un corps social qui est colossal, avec une culture extrêmement profonde, un attachement à la marque extrêmement profond, et d'avoir réussi
à changer progressivement leur métier, leur activité, sans rien changer de leur ADN et de leur identité. Puisque dans tous les villages de France, y compris dans ma campagne la plus reculée, la Poste reste le point d'ancrage, le point central, et le facteur reste celui avec lequel on a un lien. Et moi, ce que j'ai observé dans cette transformation numérique, c'est qu'elle a absolument pas, et là je parle en tant qu'utilisateur, elle s'est absolument pas exprimée sous la forme d'un Big Bang qui est avant c'était pas bien et maintenant on va faire beaucoup mieux. Pas du tout. C'est on déploie progressivement et dans la durée. Et ça, je crois que c'est essentiel d'arriver à tenir la durée. Des applications dont on assume le fait qu'elles vont être imparfaites au départ, mais dont l'ergonomie va progressivement s'améliorer. On déploie des applications, justement. C'est-à-dire qu'on va aller là où est l'utilisateur, c'est-à-dire dans sa poche, c'est-à-dire sur son mobile. Et on voit que ces applications continuent d'évoluer, continuent de s'améliorer en termes d'ergonomie, donc répondent à la caractéristique principale, à mon avis, de notre génération, qui est l'impatience. Oui. Il faut que la réponse soit pertinente, impeccable et immédiate. Ce n'est pas encore le cas dans tout. Hein. De temps en temps, pour envoyer un recommandé électronique, il faut s'y prendre... voilà, mais ça progresse. Et surtout, la capacité à faire le lien entre le monde physique, les atomes, les objets qui vous sont remis, et sa dématérialisation, et pour moi, est fondamentale. Et encore une fois, je crois que l'enjeu de ce pari qui était hyper audacieux, mais qui était nécessaire parce qu'il n'y avait pas le choix. Enfin, quand on voit, je n'ai plus les chiffres en tête, mais quand on voit la réduction du volume du courrier, bon, mais moi, ce que je retiens, c'est le fait de l'avoir engagé dans la durée et de ne pas considérer que l'effort est terminé, mais d'en avoir fait quelque chose de continu. Et alors, on peut citer quelques services emblématiques. Alors, Philippe a parlé de la lettre recommandée électronique, mais il y a Pronote. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui, justement, ont fait cette transition quelque part en douceur, mais fondamentale. Alors, Philippe a raison, on a dû emmener le corps social. Et c'est vrai que ça a commencé avec ce qu'on appelle Factéo, qui est le smartphone des facteurs, qui détient toutes les applications qui leur permettent de faire leur tournée. Moi, quand je suis arrivée à la branche grand public et numérique, j'ai déployé Smartéo, qui est l'équivalent pour les chargés de clientèle dans les bureaux de poste. Et donc, ça les acclimate et ça leur donne la possibilité de faire leurs opérations au plus près du client. Puis vous avez raison, on dit que la Poste, c'est le voisin de tous les Français. Oui. Et on l'est en physique et on l'est en numérique. Moi, je suis assez frappée par le fait que la Poste.fr, nous avons 25 millions de visiteurs uniques. Dans nos bureaux de poste, nous avons 800 000 personnes en physique tous les jours. Ça veut dire que c'est à peu près le même montant de personnes dans le mois. Et c'est intéressant parce que finalement, on est capable de s'adresser du tout physique pour les personnes qui en ont besoin ou tout numérique pour les autres. Et beaucoup de personnes ne savent pas que Pronote, par exemple, Pronote, c'est 90% des collèges et des lycées, c'est la Poste. Oui. Vous avez 18 millions d'utilisateurs de Pronote. Pour ceux que ça intéresse, 1,5 million de connexions simultanées, ce qui n'est pas toujours facile à tenir au moment des bulletins de notes en particulier. Mais par exemple, l'identité numérique que vous utilisez pour accéder sur France Connect Plus à tous les services de l'État, 7 millions d'identités numériques, c'est la Poste. Si on prend Digipost, plus de la moitié, plus d'un bulletin de paye sur 2 dans ce pays est dématérialisé sur Digipost. C'est également la Poste. On a 9 millions de coffres forts. Et si vous prenez le vote électronique, là, on doit avoir 150 millions de votes électroniques sur nos outils de vote. Donc, tout ça, c'est la Poste. Et on reviendra vraiment sur cet aspect confiance aussi autour de la protection des données, qui est un élément important. Philippe, juste un mot sur l'identité numérique. C'est un service qui répond là aux besoins des Français. Moi, j'en suis convaincu. Je vais partir de je ne m'identifie pas à la moyenne des Français, mais en tout cas, j'en suis utilisateur extrêmement régulier. Je pense que ce qui rend ce service extrêmement pertinent, d'abord, c'est qu'il est proposé comme point de passage pour l'accès à de plus en plus de services. D'autre part, comme on le disait tout à l'heure, il est présent sur une application mobile qui est extrêmement bien faite, avec un processus de validation qui est ce qu'il y a de plus fluide aujourd'hui, et un processus, on va utiliser un gros mot en anglais, mais d'onboarding, de mise en route, qui est extrêmement, extrêmement bien fait, puisqu'on se rend sur place, on parle à un collaborateur de la Poste, on se rend dans son bureau de poste, mais l'opération elle-même prend quelques minutes. Et surtout, comme le disait Nathalie tout à l'heure, elle est effectuée par quelqu'un qui non pas est derrière un guichet, ça c'est fini, oui. Ça, la notion de guichet est terminée à la Poste, mais est à côté de vous, avec son outil,
vous guide, vous explique, et ça se fait en 10 minutes. Et en plus, je trouve que cette identité numérique, elle illustre bien, voilà, on se sent en confiance, hein, parce que voilà, on utilise tous ces services de l'État. Et là, c'est un point important, parce que la protection des données personnelles, on le voit, hein, alors même nous, on va dire entre nous, utilisateurs un peu plus avertis, mais même quand on discute avec des gens qui sont un peu moins dans le numérique, ils sentent que c'est vraiment un signal important, cette protection des données. Et là, vous travaillez aussi beaucoup, hein, dans ce domaine, Nathalie. Oui, absolument. Comme on a voulu retranscrire en numérique finalement la confiance que nous font les Français, on est tout de suite parti sur l'idée du secret des correspondances. Et moi, très tôt, hein, dès 2016, j'ai rajouté au serment des postiers, toutes les postières et tous les postiers prêtent serment, notamment sur le secret des correspondances, mais également sur la protection des données personnelles. Et donc, ça a été un élément très fondateur pour nous, avec la notion de souveraineté. Et d'ailleurs, pour faire la transition avec l'IA et la data, on a également une charte data et une charte IA et un comité d'éthique pour la transparence des algorithmes, pour le fait d'éviter les biais. Donc c'est vraiment la marque de fabrique de la Poste et c'est important d'ailleurs sur des objets complètement numériques comme l'identité numérique. On se rend compte que la moitié des personnes viennent le faire en bureau de poste plutôt que complètement en numérique pour une question de confiance et de sécurité. Oui. Car ils ont peur de se retrouver face finalement à leur outil et de ne pas savoir véritablement comment Et puis le moi, faire. j'aime bien ce service aussi, le coffre-fort numérique aussi, qui est assez intéressant. Alors, DigiPost, c'est un coffre-fort numérique. Moi, je l'utilise comme une boîte aux lettres numérique en réalité. C'est-à-dire que quand les documents arrivent, je les scanne ou je les jette. Si je les scanne, ils sont dans mon DigiPost et après, je peux tout faire avec. On peut importer, exporter. Et c'est complètement d'abord sécurisé. C'est pour ça qu'on l'a appelé coffre-fort. Mais en plus d'être sécurisé, on ne va pas regarder les données à l'intérieur. Alors, autre transformation, c'est la Poste, acteur de confiance auprès des entreprises. Alors, même si ce lien, voilà, parfois assez transparent entre le citoyen, l'entreprise, l'utilisateur, la Poste, donc acteur de confiance autour des données. Et alors, modernisation des infrastructures, évidemment, parce que derrière tout ça, il faut faire tourner la machine. Lancement d'un cloud souverain avec DocaPost, NumSpot. Pour vous, c'est quoi les points clés de cette transformation sur cette partie-là? Alors, d'abord, effectivement, ce sont des infrastructures. C'est-à-dire que nous avons des data centers partout en France, à Angers, à Aix-en-Provence, à Marseille, en Bretagne. Et donc, on a cette infrastructure souveraine. On a d'ailleurs travaillé très vite avec la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, avec Dassault Systèmes à haute scale, avec Bouygues Télécom, pour sortir un cloud souverain qui est SecNum Cloud, enfin qui est dans la Oui, qui est deuxième NumSpot phase, qui est aujourd'hui, NumSpot, absolument. Donc je pense que tout ça quand même démarre par des infrastructures. Après, ça démarre, et j'en parlais tout à l'heure avec Bruno, par des gens, des compétences. Et c'est vrai que très tôt, moi, il y a 8 ans, j'ai souhaité me rapprocher de ProBayes, qui était un spin-off de l'INRIA, et on a eu très tôt des compétences assez extraordinaires dans ces domaines-là, parce que ça ne se construit pas si facilement que cela. Et puis, plus récemment, il y a 3 ans, nous nous sommes rapprochés d'Open Value, qui est une des boîtes les plus en pointe sur l'IA générative aujourd'hui, qui avait été créée par Guillaume Le Boucher. Et si on m'avait dit il y a 10 ans que j'irais au sommet de l'IA, là, il y a quelques semaines, et qu'on serait partenaire européen de Databricks, qu'on serait partenaire d'OpenAI, qu'on serait partenaire de Mistral, et qu'on serait sur tous les sujets en réalité qui ont animé ce sommet, c'est-à-dire c'est quoi un algorithme éthique, qu'est-ce que c'est que la souveraineté, comment on protège nos données, bien franchement, moi-même, j'aurais eu du mal à le croire. Et il y a eu un moment très décisif là-dedans, qui est justement avec ProBayes, et comme c'est un anniversaire, je vais le dire, c'est vrai qu'au moment, je me souviens très bien de ce moment du confinement, il y a voilà, juste 5 ans. tout juste 5 ans, et j'avais toutes les équipes de ProBayes en face de moi, puisqu'on était déjà en Teams, et tout le monde partait un peu chez soi, plutôt... bon, avec un boulot ou pas un boulot, parce qu'on ne savait pas très bien quoi faire, et beaucoup d'inquiétudes. Moi, je leur ai dit une chose assez simple, je leur ai dit, écoutez, vous rentrez chez vous avec tous nos sets de data, vous prenez vos ordinateurs, et vous revenez, on ne savait pas quand, hein, souvenez-vous, on partait dans l'inconnu, mais vous revenez avec 100 projets. Et en fait, ils sont revenus, ils ont travaillé comme des fous, ils sont revenus avec 100 projets, et ça a été fondateur pour nous, un accélérateur extraordinaire. Bruno Sportis, INRIA avec ses chercheurs, c'est bien, mais quand ça baigne justement avec les entreprises, dans tout un écosystème, c'est encore mieux. Comment vous travaillez justement avec la Poste? ProBayes, voilà, on vient d'en parler, mais il y a tout un tas d'autres domaines, hein, évidemment. Vous travaillez la santé, on va en parler.
INRIA et ses chercheurs, c'est pas bien, c'est très bien, Oui. Frédéric. C'est de la recherche au plus haut niveau Oui. mondial dans tous les domaines du numérique. L'IA, la cybersécurité, le cloud, le quantique et puis la santé numérique. Évidemment qu'il faut qu'on travaille en écosystème et dans le numérique, et surtout si on a des ambitions de souveraineté numérique. L'écosystème, c'est celui de la recherche publique, les universités, mais c'est aussi des écosystèmes d'entrepreneurs, de start-up et d'entreprises, et parmi lesquels La Poste, avec lesquels on renforce nos échanges depuis plusieurs années maintenant. Il suffit d'entendre Nathalie pour voir qu'on partage les mêmes préoccupations et les mêmes agendas. D'abord, ça passe par le fait d'être capable de concevoir ensemble de la stratégie. Je te remercie, Nathalie, de passer du temps à notre conseil d'administration parce que ça permet d'avoir accès très tôt à l'élaboration des stratégies pour un acteur comme nous. Ça passe aussi par des actes industriels. Tu parlais de l'acquisition de ProBios. Une des plus de 250 startups issues d'INRIA ces 20 dernières années. Moi, je rêve qu'il y ait beaucoup plus de ProBios dans les années qui viennent. C'est comme ça qu'on va construire un écosystème souverain. Ça passe par des causes communes. Dans le numérique, le sujet, c'est aussi la féminisation de la tech. Il y a un projet qu'a confié l'État à INRIA et à sa fondation Tech pour toutes, pour augmenter la féminisation des filières filières de formation, donc de la part des femmes. Et La Poste, qui est un partenaire majeur de la Fondation, est engagé auprès de nous. Là aussi, je rêve, j'ai beaucoup de rêves ce matin, qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises françaises qui nous rejoignent. Et puis, c'est un point, juste un mot sur ce point, c'est important la féminisation, parce que c'est pas juste de dire il faut plus de femmes dans la tech. On voit dans les développements d'IA, il y a des biais qui peuvent être mis en place. Enfin voilà, l'apport est considérable. Oui, c'est dommage de se priver de 50% de l'humanité, par ailleurs, vu les enjeux. Et puis, il y a des projets sur lesquels on se retrouve. Vous tendiez la perche, et notamment avec DocaPost, avec le groupe La Poste, en santé numérique. Oui, justement. Et en santé numérique, un des gros sujets qu'on a, c'est la protection des données de santé, l'utilisation des données de santé avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour concevoir des médicaments, pour avoir des diagnostics meilleurs, pour aussi avoir des traitements personnalisés. Et là, on est vraiment au front de science et de technologie de l'IA, parce que soit on a des approches qui reviennent à rassembler toutes les données quelque part. Vous savez que les algorithmes d'intelligence artificielle ont besoin de données pour s'entraîner. Et donc, soit toutes ces données qui, on va dire, sont en général dans les hôpitaux, chez les acteurs du soin, on essaie de les rassembler quelque part pour entraîner des algorithmes, soit une approche beaucoup plus pragmatique, qui est de les laisser là où elles sont, et puis d'essayer de les fédérer, de les rassembler en les laissant où elles sont pour avoir une IA qui soit complètement respectueuse de la réalité du territoire. Les données, elles sont dans les hôpitaux de manière très dispersée. Et là, on est sur ce que l'on appelle l'IA fédérative. Elle fédère des données. Ça pose plein de questions de sécurité, de performance de l'intelligence artificielle. On est au front de science et de technologie. C'est là-dessus qu'on travaille avec DocaPost et une trentaine d'hôpitaux. Il faut qu'il y ait un lien de confiance. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait, quel est le cadre de valeur. On fait tous les deux partie du service public du numérique. On a envie de mettre en œuvre pour le respect de la vie privée, pour la sécurité, pour la plus-value pour tous les acteurs du soin. Et là, on est au front de science et de technologie. Et c'est comme ça qu'on construit un écosystème où, a priori, on pourrait penser que La Poste et INRIA n'allaient pas se rassembler. Oui. Si, en fait, voilà. Oui, justement, La Poste, acteur de l'écosystème d'INRIA, ça signifie quoi pour vous? On a déjà vu beaucoup les ProBios, la Société de santé numérique, Nathalie Collin. Alors, je vais revenir sur la santé numérique parce que, en plus, on va de la recherche avec l'INRIA jusqu'à la production, puisque nous, on est en production actuellement avec l'hôpital Foch et en discussion avec beaucoup d'autres hôpitaux pour utiliser l'IA générative dans une vision où, effectivement, les données ne sortent pas de l'hôpital. Donc, on se greffe littéralement sur le système d'information de l'hôpital. On le fait grâce à DocaPost. C'est vrai que cette transformation pour nous, si on n'avait pas ce bras armé DocaPost qui le fait pour d'autres clients, qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui nous permet avec ProBios d'avoir 500 experts en data science, qui est quand même énorme. On est dans le top 5, on est dans le top 4 des acteurs de confiance numérique dans le pays. On oublie de le dire, et dans le top 5 en termes de ressources data et IA. Donc, on est vraiment très, très haut. Mais si on prend Dalvia Santé, c'est une IA générative qui laisse les données à l'intérieur de l'hôpital, qui travaille avec les briques open source de Mistral, donc on est souverain, qui est posé sur NumSpot, on est encore une fois souverain, et qui permet à tous les médecins, et là c'est extrêmement concret, de pouvoir faire pas le diagnostic, mais le dossier patient. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en oncologie, par exemple, va avoir entre 50 et 100 examens, analyses, notes de service. Donc vous avez
du texte, de la voix, des choses qui sont écrites à la main, Des des images. analyses, des images, etc. Eh bien, cette IA générative propose un dossier patient qui fait gagner, et ça ce sont les médecins qui nous le disent, entre 20 et 30 minutes par patient à tous les médecins, et qui permet ensuite aux médecins, comme c'est un outil d'IA générative, de plonger à l'intérieur et de dire est-ce que je peux avoir le taux de créatine ou le taux de je ne sais quoi, et donc il permet d'assister complètement le médecin et d'assister aussi son compte-rendu médical. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment une application complètement souveraine et qui permet d'aller très très loin dans l'amélioration de l'efficacité dans les À médecins. la fois les médecins, puis de la médecine de façon générale. Bruno, vous travaillez également, là, on parle aussi entre INRIA et La Poste, et l'IA de confiance. Vous avez rapidement parlé de la maîtrise des risques cyber. Ça aussi, sont évidemment des compétences au sein d'INRIA, et puis voilà que vous mêlez avec celles de La Poste. Oui, le gros sujet de l'IA, c'est quelle confiance on peut lui accorder. Ouais. Je veux dire, comment on est capable de l'évaluer, comment on n'a pas des boîtes noires, complètement boîtes noires. Et donc, c'est le sujet de l'évaluation et de la sécurité de l'IA. D'ailleurs, Nathalie évoquait le sommet mondial pour l'IA il y a un mois. Ça a permis d'accélérer beaucoup d'actions en France, dans notre stratégie nationale, dont le lancement d'un centre national pour l'évaluation et la sécurité de l'IA, dont fait partie INRIA, avec notre agence nationale de l'INESIA, avec l'agence nationale de sécurité numérique, l'ANSSI, avec le laboratoire national d'évaluation, avec un département de Bercy qui s'occupe de régulation numérique, le PRN. Voilà, donc c'est vraiment le sujet du moment. Et avec La Poste, on se retrouve d'abord sur le cadre éthique, le cadre de valeurs. Tu l'évoquais, Nathalie, c'est tout le travail qui a été fait sur l'IA, votre groupe IA de confiance, dans lequel il y a des scientifiques d'INRIA qui ont été impliqués, ça c'est important. Et puis après, des projets très concrets, par exemple, comment on est capable d'identifier des utilisations malveillantes de l'IA pour générer du contenu, audio, texte, vidéo, ce qu'on appelle dans le petit jargon numérique les deepfakes. Bon, et là, une des applications, c'est pour l'identité numérique, bien sûr, un sujet important pour La Poste. On se retrouve aussi sur des sujets autour du vote électronique, qui fait partie des offres du groupe La Poste. Il faut de la recherche, il faut de la technologie de très haut niveau derrière. On se retrouve aussi sur des actions grand public. Alors, je suis désolé, parce que je perturbe. C'était bien cadencé, je reviens en arrière 30 secondes. Mais sur ces sujets, c'est important de donner accès à tous les clés, à toutes et à tous les clés de compréhension. Et on a une campagne conjointe avec DocaPost, le groupe La Poste, avec Orange, avec la Croix-Rouge, d'autres acteurs, et INRIA, à destination du grand public. Ça s'appelle « Prends la confiance ». Et le sujet, c'est comment on explicite tous les enjeux au quotidien, pour que ça ne soit pas pour nos concitoyens et nos concitoyennes des boîtes noires ou des objets très mystérieux. Non, pas du tout, ça touche le quotidien, comme on l'a vu tout à l'heure. Très rapidement, Philippe, sur cette IA de confiance, une remarque Sur les IA de confiance, moi je pense que je vais répondre sur un sujet très légèrement connexe qu'a évoqué Nathalie tout à l'heure, l'enjeu du secret des correspondances. Il y avait ce matin un post de Guillaume Poupard sur cette question très mal comprise et qui, de mon point de vue, je m'exprime à titre personnel, est traitée complètement à l'envers des backdoors. Je suis totalement aligné sur l'avis de Guillaume. Si le jour où vous perdez la confiance dans le secret des correspondances, le jour où vous perdez la confiance dans la notion de liberté d'expression, le jour où vous perdez la confiance dans la notion de propriété privée, c'est tout votre corps social qui est en risque. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels un acteur comme la Poste est un garant, d'une certaine manière, de ce secret qui est fondamental. Il y a d'autres voies, notamment des voies judiciaires, pour pouvoir agir. Juste un mot rapide. Oui, je voulais rebondir sur ce sujet parce que La Poste, c'est un acteur d'écosystème qui est vraiment capable de discuter au plus haut niveau scientifique et technologique sur ces sujets. On travaille avec ces équipes sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Désolé, je jargonne. Là, on est vraiment au plus haut niveau scientifique et technologique. Le sujet, c'est demain, si un ordinateur quantique, grosse puissance de calcul, il casse toute la cybersécurité, il faut dès maintenant
être capable d'implémenter des protocoles pour s'en prémunir, ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, et ben en fait, on travaille on discute de ces sujets avec la Poste, qui sont soucis. Donc la Poste, c'est à la fois un acteur du quotidien, un acteur qui se transforme numériquement, et un acteur qui parle au plus haut niveau scientifique et technologique. Et alors, je voulais quand même terminer cette émission. On en a parlé là tout au long de tout ça. Nathalie, c'est la profonde transformation des collaborateurs. Et ça, vous avez rapidement évoqué tout à l'heure l'école de la data et de l'IA, l'inclusion. Ça, c'est très important. Et on sent que ça y est, tout le monde s'engage. Alors, comme dans toutes les entreprises, voilà, ça se fait à différentes vitesses. Mais là aussi, c'est un profond chantier de modernisation. Alors sur le numérique, tout le monde est engagé maintenant depuis longtemps, puisque les Factéo, c'est 2015, et donc vraiment, tout le monde, tous les collaborateurs sont dedans. C'est vrai qu'on est en train d'apporter de l'IA, et on a une vision d'une IA à la fois éthique et qui augmente. C'est-à-dire on n'a pas du tout une vision d'IA qui décide à la place des collaborateurs, elle les assiste. On a lancé la Poste GPT, ça va vous faire rire, mais c'est en fait une IA qui donne toutes les normes de la Poste, mais en LLM, enfin en langage naturel, donc qui permet d'aller très vite et qui améliore le temps, comme pour les médecins, le temps face aux clients et le temps qu'on peut vraiment utiliser qualitatif, j'ai envie de dire. Mais l'IA nous aide, par exemple, également à rapprocher les collaborateurs de leur lieu d'habitation. On fait des propositions, c'est assez compliqué, ça a l'air simple, mais en réalité, sur un corps social de 240 000 personnes, c'est compliqué. On essaye d'avoir une IA qui augmente les collaborateurs, et moi j'ai l'habitude de dire, qui dit plutôt oui. C'est-à-dire qu'on code l'IA de façon à ce que, dès qu'il y a une possibilité, elle sache refaire le planning, par exemple, pour accepter une demande d'absence. Moi, je pense que c'est extrêmement important que les collaborateurs commencent à sentir, c'est comme pour l'écologie, le bénéfice pour eux de ce que l'IA va leur apporter, et pas la contrainte, ou pas autre chose. Et puis, c'est vrai que cette école de l'IA et de la data, moi j'en suis très très fière. On l'a créée à l'époque avec Guillaume Leboucher et Valérie Decaux, parce qu'elle a deux particularités dont je suis très fière. Elle est vraiment inclusive parce qu'elle est en alternance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein pour faire cette école. Ça, je trouve ça formidable. 1/3 de postiers, 2/3 d'externes, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est une IA c'est une école qui forme à l'IA éthique, et ça, pour nous, c'était très important. Et puis, on en a parlé un peu tout du long, elle est paritaire. Il y a autant de filles que de garçons, ils sont 120 aujourd'hui. Et moi, je suis très fière de ça, parce que porter cette idée si demain, quand on tape grand homme, c'est formidable qu'on tombe sur Voltaire, si quand on tape grande femme, on pouvait ne pas tomber sur pourquoi les femmes de grande taille sont ostracisées, ça serait formidable. Eh bien voilà, merci à tous les trois de nous avoir accompagnés sur 10 ans de transformation numérique au sein du groupe La Poste. J'espère qu'on vous a beaucoup appris sur toute cette transformation en cours. Merci en tout cas de Nathalie Collin, directrice générale de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, Philippe Devos, fondateur de Phileos, et Bruno Sportis, président directeur général d'INRIA. Merci à tous les trois de nous avoir apporté ces éclairages. On a fait fort, parce qu'en moins d'une demi-heure, parler de 10 ans de transformation numérique à autant de chantiers, et c'est pas fini, on pourra faire d'autres émissions encore sur le... Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, même avant. À très bientôt pour une nouvelle série BFM Business.